Donc, nous sommes effectivement le mardi 13 et donc j'ai la grande chance en exclusivité, et je pense même que je suis peut-être bien le premier à venir faire une interview dans la toute nouvelle librairie BD spécialisée de Bruxelles, non pas Boulevard Anspach mais à Waterloo. Et donc j'ai devant moi Reinold qui va se faire un plaisir de pouvoir m'expliquer un peu cette aventure et un peu la genèse de cette nouvelle page qui s'ouvre pour sa librairie-galerie. Alors d'abord, un grand merci de m'accueillir et de me permettre effectivement de circuler un peu comme ça librement. Alors, toute première question. En considérant que tout le monde, à la limite, ne connaît peut-être pas forcément ton parcours, Obélix, il est tombé dans la marmite. Exactement. Quand il était jeune. Et toi, dans quelle marmite es-tu tombé pour être fan de BD ? Dans la marmite BD, puisqu'à la maison, les BD faisaient partie du quotidien. Dès l'âge de 4 ans, j'ai reçu des journaux de Mickey, de Spirou, des Tintins. J'avais, comme beaucoup de Belges, un oncle qui travaillait chez Casterman. Et donc, les gens qui travaillaient pour la vénérable maison recevaient des livres gratuitement à l'époque, souvent des livres légèrement abîmés ou défraîchis. Et ce qui me permettait, chaque fois que j'allais chez lui, de repartir avec quelques bouquins. Donc lui voulait me faire lire du Alix, moi je préférais les Catras, parce que c'était plus drôle. Mais bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, plus tard, j'ai commencé à écumer les librairies d'abord de quartier. Puis quand il n'y avait plus assez, les librairies spécialisées dans ma bourgade. Et voilà, c'est un enchaînement qui a fait que j'ai toujours été dans la BD et dans les librairies depuis l'âge de 14-15 ans, quoi. C'est devenu vraiment mon quotidien, à tel point qu'à l'UNIF, ça m'a valu une 10. Une 10 non, je devais avoir une 10 pour être précis, et en fait je ne l'ai pas eu parce que mon titulaire m'a dit que je n'étais pas assez assidu et qu'on me trouvait trop dans certains magasins du centre-ville plutôt qu'à l'UNIF. Encore un à qui on a dit quand tu seras plus tard tu ne feras rien dans ta vie. Voilà. Et que voilà. Bon, que tu es maintenant à Waterloo. Bruxelles, le nom de ta librairie, la galerie librairie de Bruxelles, finalement, Bruxelles, un rapport quelconque, une raison pour ce choix de librairie, de titre ? Oui, parce qu'on était à l'époque installé en plein centre-ville de Bruxelles et on cherchait une référence qui soit internationale, parce que notre volonté dès le départ, c'était de vendre de la bande dessinée dans différentes langues. C'était un des objectifs de la société. Donc on avait du néerlandais, de l'anglais. À l'époque, on pouvait encore avoir de l'allemand. Maintenant, c'est vraiment très compliqué. Et du français, évidemment, plus quelques imports japonais. Donc on cherchait quelque chose qui fasse pas BD dans le titre, parce que à l'instar de mon ex-collègue Thierry Jaure, je n'aime pas trop les librairies de BD qui ont BD dans leur nom. Je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est comme si une voiture s'appelait voiture. On sait que c'est de la BD. Donc on cherchait un titre qui claque, qui soit référencé plurilingue. Clin d'œil à notre ville, ça s'est imposé directement. C'est le nom de Bruxelles qui est apparu. L'album était paru quelques années auparavant. Et comme on avait en plus une architecture relativement audacieuse qui rappelait un peu les passions de Skyten pour les architectures un peu hors normes, notamment Urbicande. On aurait pu s'appeler Urbicande, mais je me demande s'il n'y avait pas déjà eu une librairie qui s'appelait comme ça. Donc on a choisi Bruxelles comme ça. Et le choix en fait est venu d'un ami qui connaissait très bien François et qui en fait a intercédé auprès de nous, parce que c'est clair que deux jeunes pecnos comme nous qui arrivions auprès de Skyten, on avait juste zéro chance. Un, qui nous répondent, deux, qui nous répondent favorablement, trois, qui se rappellent de nous le lendemain. Et donc en fait c'est cet ami qui a vraiment aidé à déblayer le terrain, à faire preuve de carte de visite pour nous. Et c'est en allant chez François la première fois, on lui a dit voilà les plans de la librairie, ça va ressembler à ça, ça va être du métal, ça ne sera pas des meubles en bois ou en Q-Lox ou en Oui, il a dû être content, alors, forcément. Et le projet l'a enthousiasmé, et plus l'imprimatur de Michel, ça a fait que ça a marché tout de suite, quoi.
Ça, je veux bien croire. Bon, entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu d'autres librairies BD qui se sont spécialisées un peu dans tous les coins de Bruxelles. Mais en réalité, quand on rentre chez toi, et que ça soit au boulevard Anspach ou que ça soit maintenant chaussée de Bruxelles à Waterloo, parce que bon, j'ai fait un petit tour maintenant, on découvre quand même que tu es plus que simplement un spécialiste librairie BD. Tu fais nettement plus au niveau des encadrements, au niveau de toute une série. Cette envie de rajouter un plus, c'est devenu tout à fait naturellement ou bien tu t'es dit oh non, tout compte fait, voilà, j'avais envie de faire un peu d'encadrement, etc. Parce que c'est quand même tout un métier, encadreur aussi. Oui, bon, ici, l'atelier d'encadrement proprement dit reste à Anspach pour le moment, pour une question, on va dire, d'agencement et d'installation. Nous, on essaie d'être complémentaires avec ce qu'on aime et ce qu'on aime faire, évidemment, tout comme Harry Potter qui est déjà présent, même ici, pour l'instant, de manière un peu minimaliste. Oui, j'allais y arriver après, justement, parce que j'ai trouvé très, très, très amusant de me Donc, retrouver finalement un peu dans Anspach, Bruxelles en aussi. fait, les grandes lignes qu'on avait en Anspach, on va les retrouver ici. Donc, il y a également des imports américains, il y aura des ex-libris, il y aura des événements, des dédicaces, des expos, des choses comme ça. Oui, ça fait partie du concept en fait, parce que pour beaucoup de gens, toutes les librairies se ressemblent, hein, on fait tous de la BD, mais quand on a un œil un peu acéré, on se rend compte que, enfin moi, dès que je rentre dans une librairie, je sais exactement comment elle se positionne par rapport à moi, c'est automatique. Nous, on n'est pas une librairie, je veux dire, traditionnelle où il faut une représentation par pourcentage quasiment juste de comics, de mangas. Je veux dire, quand on voit un peu la charte des librairies, par exemple Canal BD, toutes ces librairies se ressemblent un peu toutes en France. Et je trouve manque vraiment de personnalité et d'audace. Donc c'est vrai qu'on est bien servi, hein, c'est pas ça. Je veux dire, là je suis encore allé récemment à Dunkerque voir une librairie de BD là-bas. C'est vrai que le choix est pléthorique. Mais bon, je discute avec le petit vendeur, vous avez le dernier Berthet, ils savent pas qui est Berthet, quoi. Oui, un peu c'est ça. Mais c'est vrai que... Ça fait quand même... C'est là, bon ok, ils étaient jeunes, mais quand même, quoi, tu vois. Oui. Le mec qui reprend la jeunesse de la famille de Largo-Winch, qui a fait récemment le bouquin avec Fromental. Bon, quand tu es libraire spécialisé, bon, même moi qui ne suis pas un spécialiste du comics, je connais les bouquins indispensables en comics, même si ce n'est pas ma tasse de thé. Donc je trouve ça un peu étrange parce que je pense que ce qui doit animer en priorité le travail, c'est vraiment la passion. Si tu n'as pas la passion d'un truc, il ne faut pas le faire. Mais la passion, ça je suis convaincu que tu l'as. Parce que bon, moi-même, je t'ai découvert il y a une petite dizaine d'années. J'avoue que je te vois dans les foires, je te vois dans les salons, je te vois plus que souvent dans ta librairie, dans tes librairies maintenant, puisque voilà. Et j'avoue aussi que la passion, on la sent aussi avec ton petit carnet d'adresses, parce que tu parlais de dédicaces tout à l'heure. Il semble que tu commences très très fort déjà la semaine prochaine ici à Waterloo. Oui, on a d'abord Philippe Jarbinet qui viendra pour son nouvel Airborne. Et puis il y aura, on devait faire venir Mathieu Bonhomme actuellement pour Lucky Luke. Donc on fera un système de concours par le net avec des dédicaces. Mais il y aura quand même un ex-libris, on édite une sérigraphie, il y a la fabuleuse bâche qui se trouve là juste à l'entrée. Oui, je l'ai vue, elle est vraiment superbe. Qui a une légitimité puisque Lucky Luke est un petit peu né à Waterloo en 1946. Voilà, la bande des 4. Donc ça fait juste 75 ans, donc c'est parfait. Et on aimerait continuer à défendre en tout cas l'image du personnage à Waterloo parce qu'il y a une véritable légitimité à travailler un personnage comme ça. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que le passage cette année chez Casterman, évidemment, ça crée des contacts auprès des auteurs. C'est clair que Jarbinet, dont je me suis occupé pendant 7 ans, c'est vraiment devenu un copain. Et on ouvre une librairie, c'est clair, il sort une nouveauté, il viendra chez nous, quoi. Par exemple, un autre de mes auteurs, un scénariste, c'est un couple de scénaristes, c'est Rudy Miel et Fabienne Pigière, vont sortir ici au mois de mai pour l'anniversaire de la mort de Bonaparte. Un livre s'appelle Bonaparte, avec Gilles Fernandez au dessin. Donc on aura un ex-libris représentant l'empereur fait par cette occasion-là. Enfin, c'est vraiment étonnant parce que je retrouve Rudy et Fabienne que j'ai édité à l'époque de Libertalia chez Casterman, sur un autre projet chez Delcourt, et il sort juste
à l'ouverture de la librairie à Waterloo et il parle de Bonaparte. C'est quand même... Oui, c'est ça. C'est quand même assez étonnant. D'ailleurs, pour nos auditeurs, il est clair que très rapidement, vous trouverez sur le site une petite critique justement de ce livre dont tu viens de parler, Napoléon. Et donc voilà. Nous aurons d'ailleurs aussi l'occasion, ça je me permets, de rencontrer bientôt Philippe aussi pour la sortie de Airborne, le tome 9. Et donc, nous reviendrons plus longuement sur tout cela. Une petite question comme ça. Si tu devais donner les 3 bandes dessinées qui t'ont le plus influencé dans ta carrière. Alors, on aurait pu demander la seule. Mais bon, la seule, je me rends compte que ça va être totalement impossible. Déjà 3, je pense que je vais te casser la tête avec. S'il y en avait 3. Oui, moi j'ai la BD en tout cas. D'ailleurs, elle est en général... Bon, ici, je ne sais pas si elle est exposée, mais je crois que c'est une des seules BD de fond. Oui, elle est juste là. Avec un mot d'accompagnement, c'est À la recherche de Peter Pan, qui est pour moi l'album ultime. C'est l'album du passage à autre chose. Vraiment, c'est marrant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard Cozet plusieurs fois. Je lui en ai parlé et il trouvait ça assez rigolo parce que lui, étrangement, alors que quand on lit ses bouquins, on a l'impression que ça fait partie de l'ADN, il n'est absolument pas nostalgique. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, et à tout point de vue d'ailleurs. Et pour lui, clairement, c'est ce qu'il fera demain qui prime sur ce qu'il a fait hier. Et ça m'a vraiment étonné parce que quand on lit un peu, évidemment, À la recherche de Peter Pan, c'est un livre évidemment sur la nostalgie, sur le temps passé, et le temps qui va, ou le temps qui est en train de disparaître et qu'on essaie d'appréhender mais qu'on n'arrive pas. Et donc cet album a plus d'un titre, et puis cette couverture avec le skieur sur fond blanc est absolument mythique. Je trouve que c'est une des plus belles couvertures de BD que je connaisse. Alors l'autre album, bizarrement, il est dans la même collection, et pourtant j'ai découvert bien avant Peter Pan, c'est le bouquin de Dany qui s'appelle, j'ai un trou là, L'homme qui passe. Non, le des tout premiers. Il a fait une suite qui s'appelle 20 ans après. Oui, l'histoire sans héros. Histoire sans héros, ouais. J'ai un trou. Excuse-moi, Dany. Voilà, non, on t'adore, Dany. La histoire sans héros, c'est encore différent. J'avais 8-9 ans. Je passe devant une librairie sur le chemin entre l'école et le bureau de ma mère, une librairie tabac-journaux, et il y a le nouveau Tintin qui vient de paraître, et en couverture, il y a cette couverture avec l'avion craché, le feu de camp, les personnages autour. Quand on lit Mickey et Spirou, ça fait un choc. Donc, ça plutôt. Voilà, mes parents, encore, c'est fortuit, m'avaient donné de l'argent pour je ne sais plus quelle chose que je devais payer à l'école, et il me restait 20 francs belges ou 5 francs belges, je ne sais plus, et c'était exactement le prix du magazine. Et donc je suis rentré dans la librairie, j'ai acheté le Tintin, et puis il ni une ni deux, et puis je crois que c'est 3-4 jours après, ma mère m'a dit mais il n'y avait pas de la monnaie de ce que je t'avais donné. Et je fais si regarde, j'ai acheté ça. Je me suis fait copieusement engueuler parce que je n'avais pas demandé l'autorisation. Mais donc là aussi gros choc, et puis l'histoire je l'ai lu, enfin j'ai pu le trouver relativement facilement, je crois en bibliothèque la première fois, et ça m'a vraiment subjugué cette histoire de crash aérien et de struggle for life dans la jungle. Et puis un autre album qui m'a vraiment profondément marqué, c'est c'est Monsieur Jean, quoi. Les 4 premiers de Monsieur Jean sont pour moi des bouquins que je relis souvent. Alors je suis pas spécial, allez, je veux dire que j'ai une préférence pour le deuxième, parce qu'il y a l'histoire qui se passe à Lisbonne qui est magnifique, et comme j'adore cette ville, ça tombait bien. Et depuis Berberian, ça a été très très longtemps ma guideline en termes de travail. Puis pour le moment, il continue à publier séparément. Je dirais, nos relations se sont un peu espacées, distancées, mais ça a été très clairement un des plus grands moments de ma vie en tant que libraire et en tant que lecteur aussi. Je me rappelle de la prise à l'office du tome 4 où le représentant Humano venait dans la librairie et il savait qu'on aimait bien, quoi. Et donc le tome 3, on en avait vendu, je crois, 120.
Et je le vois encore en train de me dire, tiens, on fait un petit effort pour le tome 4. Je fais, ouais. Je dis, j'ai un chiffre en tête, il me dit, moi aussi. Alors il me regarde avec les yeux pétillants, il me fait 200, et je fais, non, 1000. Et on les a tu vendus. y es arrivé? Ouais, on les a vendus. On a vendu 1200 et quelques. Enfin, c'est une autre époque, hein, évidemment. Je parle de ça, on est en 2002, je crois, ou 2001, je ne sais plus. Ça remonte pas si longtemps, Ouais. c'est juste un peu avant la nouvelle ère. Ouais. Qu'on va appeler ça. On avait fait un ex-libris sous forme de pochette CD avec un petit livret sérigraphié sur le disque perdu de Monsieur Jean. Pour moi, ça reste un des plus beaux moments de librairie de toute ma carrière. Ça. Voilà, bon, tu viens de me couper l'air sous le pied pour ma question suivante, parce que j'allais justement te demander quel est ton plus beau souvenir en tant que libraire. Mais ceci dit, tu as parlé à l'instant effectivement des ex-libris et tout. Une des grandes spécialités quand même de ta librairie, c'est de faire des éditions spéciales avec des couvertures, avec des ex-libris, etc. Comment ça se passe-t-il avec les auteurs? Tu leur demandes d'office ou bien c'est en fonction du coup de cœur? C'est en fonction des contacts et les maisons d'édition? Ça se passe comment, ce genre de... Bêtement, quand on a été éditeur pendant 7 ans, les secrets de l'édition n'existent plus. Oui. On a les contacts, on sait qui on doit contacter, comment, à quel délai, etc., quelle quantité aussi, à partir d'où c'est rentable ou pas. Il faut d'abord que l'auteur, évidemment, ça lui plaise, ça c'est la première chose. Donc il faut que le coup de cœur soit partagé entre nous et lui. Et puis il faut aussi que la maison d'édition accepte qu'elle cède les droits pour X exemplaires d'une édition spéciale, parce que ça demande quand même une mise en machine relativement lourde, puisqu'il faut faire une autre couverture, dans le cas d'une couverture. Un ex-libris, ça c'est différent, c'est un simple dessin. Enfin bon, tu as les couvertures, tu as les dos toilés aussi. Oui, ou alors nous on fait des jaquettes aussi. C'est ça. Alors la jaquette chez nous, c'est une alternative. Bon, par exemple, on a fait une jaquette pour Airborne 8, parce que quand le 7 est paru, donc j'ai encore publié le 7, et donc comme ce sont des diptyques, avec Philippe, on avait pour habitude, d'un point de vue marketing, de proposer la couverture du tome suivant sur la C4, et la couverture a été modifiée. Donc l'éditeur qui m'a remplacé a jugé bon que cette couverture n'était pas synchrone avec ses envies, donc ils ont modifié la couverture. Le problème, c'est que, pas le problème, l'avantage, c'est que l'autre couverture existait déjà. Oui, le dessin était fait donc, et tout. j'ai voulu, me distancier des autres libraires, et deux, assumer mes choix d'éditeur, parce que pour moi, la bonne couverture, c'est évidemment celle que j'ai choisie, et je ne suis évidemment pas d'accord avec le choix de la nouvelle version. Donc, chez moi, l'album a la couverture que moi, j'estime être la meilleure. Ouais. Donc, ça permet, c'est un clin d'œil, là, je rigole évidemment, mais c'est une alternative. On travaille aussi, il y a souvent, de la part des auteurs, il y a souvent des repentirs, des choses qu'ils auraient aimé faire, puis qu'on abandonne. Et c'est une façon de leur faire plaisir et de se faire plaisir en ayant une proposition qui aurait pu être la belle couverture, la bonne couverture. Oui, parce qu'il est clair que c'est rare qu'un auteur ne trouve la bonne couverture du premier coup. En général, il y a 3, 4, 5 essais, il y a des tentatives. Oui, parfois on va... Et ça, quelles que soient les séries, et parfois on y arrive. On va très loin dans l'essai, puisque dans le cas d'Airborne, là, c'était... la couverture était vraiment finalisée, montée et tout. Donc, alors c'était très facile, il suffisait de récupérer les fichiers auprès de l'éditeur et j'ai pu faire la jaquette. Puisque la jaquette, c'est la couverture. C'est la couverture. Ouais. Donc ça se fait comme ça se fait... Bon, pour les éditions propres, il faut aussi assumer des ventes quand même importantes, parce que pour Mademoiselle J ou le Atom Agency, on est quand même sur des 600 exemplaires. Oui. Ce qui, en termes de vente moyenne en librairie, est beaucoup. Donc on trouve un partenaire généralement en France, un ou deux, avec lesquels, on part sur Internet, on n'est pas en concurrence, et ça permet ainsi, chacun dans sa zone de chalandise, de pouvoir proposer quelque chose d'exceptionnel en finançant qu'un tiers en fait, puisque chacun a un tiers du tirage. Voilà. Ça c'est évidemment le bon calcul. Ouais. Mais ça ne se fait pas toujours. Et puis, il y a aussi des concurrences. C'est clair que Canal BD, par exemple, fait souvent des couvertures inédites. Et c'est clair que si une série a déjà une couverture inédite sur Canal BD, s'il y a 6 couvertures différentes, ça n'a pas de sens.
Parce que l'éditeur, risque de perdre des ventes directes sur son tirage à lui, parce qu'il y a une question de droits qui ne sont pas les mêmes sur un tirage secondaire et sur un tirage primaire. Donc l'éditeur a intérêt à vendre plus du tirage primaire que du tirage secondaire. S'il y a trop de tirage secondaire, évidemment, ça va nuire au tirage primaire. Et donc, résultat, en termes de récupération d'avance et des choses comme ça peut être un peu problématique. Donc, surtout que maintenant, on n'est plus à une vente moyenne à 10 000 exemplaires par tome. Je veux dire, on est quand même beaucoup plus il y a bas. quelques dessinateurs qui réussissent encore, quelques séries qui arrivent encore. On parlait du nouveau Torgal qui sort à l'instant. Maintenant, chaque vente compte, je crois. C'est ça. Mais il est vrai aussi que, en parlant des couvertures, c'était Dupuis, je pense qu'il les a fait sur les histoires courtes de Buck Danny, où ils avaient sorti exactement le même avec deux couvertures simplement de couleurs différentes. On a beau être collectionneur, être fan de Buck Danny, on se pose quand même des questions et on est un peu perdu au début en se disant mais enfin quelle est la différence? Est-ce que c'est une erreur d'impression parce que c'était vraiment Moi je n'ai pas compris parce que le tirage entre les deux était identique. Parce que les packs étaient envoyés sous blister avec, si on commandait 10 exemplaires, on avait 5 jaunes et 5 bleus. Donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup. Bon, s'il y a des couvertures différentes, là, comme la version couleur de Tintin en Amérique, première époque là, par Moulinsart, là ils ont fait 3 couvertures différentes avec 3 lancements différents à musée, etc. Donc là, effectivement, ça a déjà un peu plus de sens, puisque c'est lié à une activité. Tandis qu'ici, effectivement, moi, toutes ces versions luxe, deluxe, super luxe, maxi luxe, il y a un moment, ça épuise. Je veux dire, dans un autre business, Pixie avait fait ça à un moment avec ses petits plombs. Il y avait le plomb normal qui coûtait déjà un bras. Puis tu avais le plomb où tu avais 2 couleurs différentes, ça te coûtait un bras et des orteils. Et puis il y avait et il y a un moment, les collectionneurs, parce que justement, c'est ça, ne suivent plus. Ils ne savent plus quoi acheter. Parce qu'en fait, eux, ils veulent l'ultime de l'ultime. Et là, ils se rendent compte que pour avoir l'ultime de l'ultime, vu qu'on leur dit pas qu'elle va arriver, il y a une version après, qu'ils achètent à chaque fois les versions intermédiaires. Et donc, résultat, on se sent un peu blousé. Par exemple, dans 5 branches de coton noir, il y a eu la version noir et blanc, il y a eu la version normale, il y a la version de luxe et la version grand luxe. Je crois qu'il y a encore une autre version. Et tu as une grand format aussi, il me semble. Enfin, c'est dingue que pour un album, on en arrive à faire 5 éditions différentes. Bon, on se fait plaisir, c'est peut-être rigolo, mais moi je trouve ça quand même un peu. Enfin, le livre reste le livre, quoi. Et Skeuten partage ça aussi. C'est pour ça qu'avec François, on a vraiment toujours essayé de trouver des choses complémentaires au livre en tant que tel, que ce soit un extibris ou une jaquette ou un poster plié, des choses comme ça, parce que si l'auteur veut être cohérent avec son choix, le livre est la finalité ultime de son choix. Tout à fait. Donc pourquoi la modifier? Venir justement un peu au livre et tout, et surtout à ta librairie, Waterloo. C'est arrivé comme ça, c'était un hasard, c'était une salle qui se vidait et tu t'es dit oh tiens. Oui, l'endroit c'est un hasard. Ça aurait pu être Braine-l'Alleud, Charleroi, Nivelles, ou bien tu étais fixé sur une envie de Waterloo pour Waterloo. Non, parce que pour moi Waterloo, géographiquement c'est Bruxelles, mais c'est Bruxelles avec une gestion qui n'est pas à l'envers comme le centre-ville. Où les Khmers au pouvoir sont en train de... Je crois que leur devise, c'est pas l'union fait la force, c'est comment faire chier les gens. Et en tant que commerçant dans le centre-ville, c'est une véritable galère quotidienne. Je trouve la gestion déplorable depuis des années et depuis des bourgmestres, et je mets ça au pluriel. On ne prend pas ces décisions, on prend de mauvaises décisions. Travailler dans le centre-ville de Bruxelles, c'est vraiment un sacerdoce. Un sacerdoce, Je veux dire, et on est victime, au-delà du virus et autre chose, d'une gestion de la ville qui est catastrophique, qui est liée à des gens qui n'y connaissent absolument rien. Je veux dire, moi, je me suis même vu, à un moment, refuser l'accès aux piétonniers pour une voiture de chantier qui devait venir travailler chez moi, sous prétexte qu'elle allait boucher le piétonnier. Et donc je me suis retrouvé avec un responsable de la ville qui me dit « Enfin, monsieur Leclerc, vous n'y pensez pas, une camionnette sur le piétonnier, ça ne va pas, les gens ne pourront plus passer. » Je dis « Vous savez quelle est la largeur la taille du de ce piétonnier qui non, était pas énorme. La taille, la largeur. Enfin oui, la largeur, oui, c'est ça.
Avant, on Je dis mettait la 2 largeur. bandes de circulation, plus encore 2 bandes de parking de chaque côté. Voilà, C'était... la largeur, à vue de nez, il doit y avoir 50 mètres. Et il me fait, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, ah mais ça c'est vous qui le dites. Donc, Ah, prouvez ce que j'ai quand dit. la mauvaise foi, effectivement, Prouvez ce est que au j'ai pouvoir. dit. J'ai dû attendre une matinée où il y avait un camion de livraison avec une personne à côté et j'ai fait la photo et je lui ai envoyé pour dire que je n'ai pas mis une Dinky Toys à la place c'est ça. d'une vraie. J'ai expliquez-moi comment un camion, enfin c'est même pas un camion, c'est une camionnette, comment un camion peut bloquer la circulation des gens sur le piétonnier. Ouais, ça c'est... Je veux dire, voilà. Et donc, Waterloo. Alors Waterloo, parce que bon, j'ai un ami proche qui a ses activités à Manu. Waterloo depuis des années. Moi, j'ai fait partie d'un club automobile ici aussi à l'entrée de Waterloo. Et clairement, la ville de Waterloo est tellement proche physiquement de Uccle. Bon, on va pas parler de la petite languette de Rode Saint-Genèse le long de la route. Je veux dire, pour moi, on est encore à Bruxelles sans être à Bruxelles. Sans être à Bruxelles. Et puis, je dois aussi avouer que j'ai perdu dans le centre-ville beaucoup de clients. Tous ces clients du sud de Bruxelles, de la banlieue sud de Bruxelles, ils viennent plus dans le centre-ville. C'est trop compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi, j'en sais C'est trop quelque chose. compliqué. Et puis, Parce ce que ne comprennent pas les Khmers, c'est que tout le monde n'a pas 1h30 pour acheter une BD. Ah Je non. veux dire, si on suit leurs prérogatives, déjà arriver au parking, payer le parking, Ouais. descendre au moins 5, monter à pied parce que généralement les ascenseurs ne fonctionnent pas, je sais, j'utilise le parking. Donc on arrive péniblement en haut. Une fois qu'on est en haut, il faut marcher 20 minutes jusqu'à l'endroit. Et puis quoi, vous faites vos courses dans le centre-ville. Ici, les gens qui font leurs courses à Waterloo, quand ils ont 2-3 sacs, ils retournent dans leur voiture, déposent dans la voiture et ils continuent. Et comme les parkings sont gratuits, il Voilà. n'y a qu'à mettre le Voilà. disque, À Bruxelles- ça incite les gens Voilà, à effectivement Bruxelles, à c'est pas flâner. possible. À Bruxelles, vous devez vous balader avec tous vos sacs Ouais. jusqu'au moment où ne pouvons plus emporter. Si vous voulez faire des grosses courses, vous rentrez à la voiture avec le temps qui passe. Je veux dire, moi, quand je vais travailler à Bruxelles, c'est 18 € de parking tous les jours. Ouais. Je veux dire, même si je vais en voiture sans venir en train, ça me coûte moins cher de venir travailler à Waterloo que d'aller travailler à Bruxelles. Et encore, à Bruxelles, je veux dire, vous arrêtez 4 secondes trop tard, vous avez un PV. Enfin, là, récemment, je faisais une manœuvre avec une remorque que je devais rentrer dans une porte cochère. Ben, la voiture, le temps que je décroche la remorque, elle est sur la route. Le mec, elle me met un PV parce que j'étais mal garé. J'ai dit, mais je ne suis pas garé. Je suis en train de faire une manœuvre. Il me fait, mais non, vous n'êtes pas en train de faire une manœuvre, la voiture. Et je dois m'expliquer à un crétin que je ne suis pas garé, je suis en train de faire une manœuvre, la voiture va reculer. Et je dis, mais attendez, c'est comme si vous sortez de votre voiture, le temps de mettre Le ticket, l'argent dans le d'aller ticket, chercher, vous avez déjà un PV. vous avez le PV. Ce sont des malades. Mais il y en a qui l'ont eu. Hein. Ce Il y en sont- a qui ont eu ce- cette histoire. Hein. Ce sont des malades. Quoi. Donc, Ce sont des donc malades. voilà. Bon, à part ça, évidemment, il y a évidemment entre guillemets, une douceur de vivre qu'il y a à Waterloo qu'on n'a pas à Bruxelles. Il y a quand même une densité de population suffisante pour avoir des commerces spécialisés comme celui-ci. Il y a plusieurs librairies de BD à Waterloo. Avec Oui, mais là, chacune... tu vas méchamment donner un coup de pied dans la fourmière et Bah, la on booster fait pas- malgré tout. Hein. On ne fait pas les mêmes choses qu'eux. On ne Parce fait pas que- les mêmes choses qu'eux. Mais au niveau du public, tu vas quand même avoir que... Est-ce qu'il y avait aussi une recherche d'un autre public? Parce que le public de Boulevard Anspach ne sera absolument pas le même que celui que Mais tu vas comme avoir je sur dis- Waterloo. Oui, tu vas récupérer Oui. ceux que tu as perdus, mais bon, néanmoins, tu as un autre public qui risque d'arriver aussi. Oui, je l'espère. Parce que, j'allais dire, on ne va pas se casser le cul à faire une si belle sélection de bouquins, avoir un site internet qui est quand même de plus en plus fourni, les mots sur les bouquins, qui est quand même, je ne vais pas dire que c'est une invention de Bruxelles, mais avant nous, au début des années 90, il y avait juste Schlierf qui mettait Oui, quelques petits un petit commentaires commentaire, sur ces tout à fait. bouquins, mais un commentaire très succinct. La première librairie qui a commencé à mettre des mots, mais qui ne sont pas des résumés, mais qui sont des impressions de lecture, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Ben c'est Bruxelles. Je veux dire, et c'est marrant parce que maintenant toutes les librairies le font. Quasiment Oui. toutes les librairies de BD le font. Mais bon, il y a aussi. Et c'est amusant parce que tu l'as même plus que dans les librairies, puisque Ouais. même Carrefour, ça permet maintenant Voilà. de faire ce genre de Ouais. choses, parce qu'ils Donc se rendent c'est- bien compte que Voilà, c'est un utile, truc quoi. parce que nous, comme on parle de passion, à la base, Bruxelles n'est pas une librairie pour collectionneurs, mais pour lecteurs. Donc on essaie de raccrocher nos choix au goût et aux envies des gens. Donc s'ils aimaient nos références sont souvent des références cinéma. S'ils aiment tel film ou telle pièce de théâtre, on peut rapprocher tel auteur, tel BD. Et voilà, bon, ceux qui venaient en disant oui, bon, moi je cherche toutes mes BD en première édition, ben, je dis bah oui, mais sur ma table de nouveautés,
toutes les BD sont en première Tout en édition. première édition. Parce elles viennent de paraître. J'ai eu comme ça un client qui était venu, qui dit « Oh là là, les BD, c'est cher maintenant. » Je fais « Bon, ça a toujours été relativement cher, mais pas plus cher qu'une place de cinéma ou qu'un disque. » Non, tout à fait. Et il me dit « Oui, mais là, j'ai acheté tel bouquin en première édition, j'ai payé 150 €. Et, Oui, lequel? je m'en rappelle encore, c'était Golden City tome 1. Donc un Ah oui. simple, je mets ça entre guillemets, j'ai rien Oui, contre, non, mais un bon. simple Delcourt de base, donc pas du tout une version luxe et compagnie, Oui, tout à fait. qu'il avait acheté en première édition. Et moi j'ai éclaté de rire, je dis écoute, si tu veux des Delcourt en première édition, j'en ai plein ma table, mais tu vas les payer 12 €, quoi. Donc pour le prix de celui-là, tu vas t'en acheter 10. Et alors il m'a regardé, il me dit oh, mais comment je sais lequel va valoir 150 € dans 10 ans? Je dis Ça, c'est. si c'est ça ton plaisir, C'est pas sa spéculation, ça c'est voilà, le ne me jour dis en pas bourse. ne me dis pas que la BD est chère. Oui, mais qu'il joue plutôt en bourse, alors il a plus de Mais chance. c'était dingue, quoi. Et je lui dis, mais attends, quoi, plutôt excuse-moi, de te faire escroquer de cette manière-là. Oui, parce que là, honnêtement. Achète des nouveautés qui vont te plaire en termes de lecture. Et c'est autre chose. Et l'audace, même si on a 2 sur 10 que tu n'aimes pas trop, il y en a quand même 8 sur 10 pour le même prix qui vont te ravir. Et peut-être dans ces 8, il y en aura peut-être un. Bon, de toute façon, dès que tu as un nom connu ou avec un truc relativement bien foutu sur lequel l'éditeur a pris moyennement des risques, tu sais que la série risque de valoir quelque chose. Il ne faut pas être un grand économiste pour savoir ça. Mais avant tout, la BD, c'est du plaisir de lecture. C'est pas du plaisir de... Ou alors, si la première édition, c'est clair que quand on a un vieux Blake et Mortimer ou un vieux Tintin, les encres sont différentes, le papier... Enfin, oui. Moi, quand j'ai un Blake et Mortimer des années 50 entre les mains, c'est fantastique. Ça, oui. Ces couleurs presque fluorescentes sur le papier qui est jauni, c'est d'un magnifique... Enfin, c'est comme une patine sur une vieille voiture. Ça pour avoir ceux de mon père. Voilà. Et là, je comprends qu'on puisse casser sa tirelire pour une pièce exceptionnelle. Une pièce exceptionnelle, mais enfin bon. Une première édition d'un album standard d'un éditeur qui fait de la SF. Je comprends pas vraiment, quoi. Parmi les événements, j'ai entendu dire que éventuellement tu comptais envisager ici, en tout cas sur Waterloo, des dimanches matins. Oui, peut-être. C'était une idée qui passait par la tête, ça... Oui, c'est une idée parce que nous, à Bruxelles, on est ouvert tous les jours. Oui. Et c'est clair que les dédicaces à Bruxelles se font souvent le jeudi, mais parfois aussi le week-end. Pas le samedi parce qu'on a trop de monde, mais parfois certains dimanches, on a fait des dédicaces. Faut pas oublier qu'à la différence de Bruxelles, Waterloo, c'est une ville où les gens vivent. Donc, imaginez de faire quelque chose un dimanche matin à Waterloo, c'est comme une habitude d'aller chez du Cobu chercher ses petits pains ou voilà, des choses c'est ce que comme j'allais ça. dire, effectivement, on va chercher son petit gâteau, on va chercher son petit pain, son petit croissant. Mais le but n'aurait pas été d'ouvrir toute la journée. Non, pas forcément, mais enfin bon, mais avec des événements... de se faire plaisir, peut-être 2-3 heures ou 4 heures le matin, c'est à envisager, mais bon, en même temps, pour le moment, avec la situation, on peut très difficilement imaginer des rencontres avec des auteurs, etc. Donc, je pense aussi que c'est un peu l'utilisation de la librairie qui va nous orienter sur les choses qui sont pertinentes ou pas. L'idée du festival, j'imagine qu'elle est toujours là. Je suis toujours intéressé d'ailleurs pour participer et collaborer. Tu l'envisages l'an prochain, dans 2 ans, en sachant très bien que la situation est ce qu'elle est actuellement, mais on peut espérer quand même que l'an prochain, la situation sera meilleure et les réouvertures se feront. Donc, c'est entériné sur 2022. 2022. Parce qu'on a rencontré la bourgmestre Florence Rotter qui nous a dit, parce qu'on pensait peut-être faire une version light au mois de septembre, mais c'est vrai que ça aurait vraiment déforcer l'idée générale, puisqu'on veut faire quelque chose d'assez complet en partenariat avec les écuries, comme salle d'exposition. Et c'est clair que le concept alliait les écuries, les commerçants de Waterloo, les libraires de Waterloo aussi, qui étaient partie prenante à l'événement, plus la ville. Donc ne garder que peut-être que les commerçants ou les libraires ou les deux, sans avoir la belle expo, sans avoir les concours, sans avoir les personnages qui se baladent dans la rue. Enfin,
Ouais, c'est peut-être un peu... On avait aussi comme partenariat les cinémas Wellington qui allaient proposer les films du Cobu en séance. Ben, ce qui était beau, c'était tout réuni. C'est ça. Voilà, c'était tout réuni. Et, c'est vrai que faire un live pour faire un live, oui, c'est un peu dommage. Un de mes associés, Manu était vraiment partant pour faire une version light parce qu'il a vraiment envie que ça démarre. Je comprends tout à fait. Mais il n'est pas le seul, hein, je t'avoue que... Mais c'est vrai que, voilà, moi je trouve qu'il faut faire les choses correctement. Et si on veut tenir à la comparaison avec des festivals d'envergure comparable, il faut sortir un peu toutes nos armes en même temps. Et donc, plutôt que de faire les choses petitement ou à moitié, Florence nous a dit, moi je pense vraiment que le mieux c'est d'attendre un an. Alors évidemment, moi je m'étais cassé la tête à faire une liste. J'avais déjà contacté, je crois, une trentaine d'auteurs. Cette liste va évoluer évidemment, puisque un festival dépend d'auteurs et surtout de parution. Oui. Il faut essayer d'être le plus en vogue et en phase avec les albums qui paraissent à ce moment-là, ce qui permet aussi aux éditeurs de profiter de l'événement pour communiquer. Pour faire une promotion. Pour faire des rencontres. C'est le but du jeu quand même. Voilà, il ne faut pas oublier qu'un éditeur reste un éditeur. Voilà, c'est aussi le but. Malgré tout, donc... Voilà, le but aussi d'un festival, c'est effectivement de faire la promo de ce qui se passe à ce moment-là en édition. Et c'est clair que ça fait aussi partie des choses qu'il faut faire en même temps. Et donc, l'idée de faire quelque chose de vraiment complet en une seule fois est pour moi le bon choix. Donc, on aura encore un an et plus, puisque ça se passera fin du mois de mai. Donc, on a une idée de la date. Oui, finalement, tu reprends la même idée que la date de mai. C'était la chose qui était convenue. C'était le week-end de la Pentecôte. Oui, c'était ça. Et je crois ici que c'est le week-end d'avant, je crois. Enfin, Manu m'a dit une date, mais je ne l'ai pas retenue parce que j'étais tellement dans le jus ici. Parce qu'en fait, au-delà de créer une librairie ici, il a fallu réorganiser en SPAC. Oui, j'ai vu que tu avais divisé, tu avais cédé la moitié de la surface. Ce qui est logique, j'imagine. Oui, et puis, moi, idéalement, j'aurais aimé conserver le tout. Mais on est aussi des exilés financiers. Oui. Parce que clairement, les baux dans le centre-ville sont excessivement chers. Et la ville ne propose plus une offre qui est commerciale. Pour moi, le boulevard, qui était un boulevard commercial, est devenu un boulevard de balade. Et moi, c'est ce que j'ai dit aux échevins et au bourgmestre. Si j'avais voulu ouvrir ma librairie dans le bois de la Cambre, je suis sûr que j'aurais payé un loyer moins cher. Tandis que là, je paye le loyer... Tu aurais peut-être plus de monde. Oui, plus d'actions. J'aurais vendu triple galop. Oui, c'est ça. Non, mais clairement, on paye cher et vilain pour être une artère commerçante. Et là, je suis désolé, ils ont transformé l'artère commerçante en artère de balade pour Clodo qui emmerde les gens. C'est plus ça que ça, parce que je ne suis pas certain que j'irai me promener là dimanche matin. Je ne vois pas pourquoi je vais payer cher et vilain pour être sur un endroit où le commun des mortels n'a plus envie d'aller, quoi. Mais enfin, tu as quand même gardé la plus belle partie. Oui, c'est avec la galerie. C'est la partie historique, c'est la plus belle partie. Mais par contre, ici à Waterloo, on a gardé les codes et les meubles aussi ont été adaptés, mais ce sont les mêmes meubles. C'est les mêmes couleurs. Et justement, en parlant de la couleur, c'est la dernière question après ça. Ce rouge si vif. Comme je te dis, c'était la couleur de Bruxelles en SPAC. En historique, alors, tu reprends effectivement ça. Et puis, il y a un moment, j'avais dit, tiens, on va choisir un bronze léger, un truc comme ça, ou un sépia, qui se marie bien avec la couleur du sol et avec les meubles en acier. Et puis, j'ai fait un petit tour sur la chaussée et tous les magasins sont blancs, écrus ou très pâles. Et je me suis dit, non, il faut vraiment faire un truc différent. Il faut faire quelque chose qui se voit. Moi, la première librairie où j'ai fait la deuxième librairie plutôt, j'ai fait mes achats à Mons, c'était Louis Leclerc. Et lui, il avait repeint sa façade en jaune pétant, quoi. Je me rappelle, j'avais vu les photos. Alors, c'était les couleurs aussi d'une illustration qu'il avait faite sous guise de sérigraphie, qui était aussi avec ce même jaune, et c'est la couleur de ses sacs. Mais avant tout, il me dit, c'est parce que je veux que quand les voitures roulent dans la rue des Capucins,
que le magasin il le voit tout de suite. Non pas parce que c'est beau, Oui, parce que c'était pas beau, mais au moins l'œil est immédiat. Et c'est un truc que j'ai pas oublié ça. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus beau, mais au moins on le voit. On le voit. Parce que moi, il y a des librairies de BD, je passe devant 3 fois et je ne. Oui, tu les retiens pas, quoi. Ouais, je ne les vois. Non, je les vois pas. Oui, oui, c'est encore pire. Tu vois, je passe devant, je dis, mais enfin, elle est où? Et puis je fais, ah bah oui. Enfin, je veux dire, on vend pas non plus des. Je sais pas moi, des trucs sérieux, quoi. Donc, on peut se permettre aussi une petite fantaisie, je veux dire. Et alors j'ai une toute petite dernière question, mais le graphisme de Bruxelles, Oui. c'est ce que t'aimes ou pas? Alors, évidemment, la typo, en fait, Parce que on l'a reprise évidemment du logo de la BD. Puis on a demandé à Alain Goffin de nous faire une simplification. Oui. Parce qu'en termes de reproductibilité sur des sacs, sur des cachets, sur des autocollants pour les emballages cadeaux, etc., il y avait un problème de lisibilité. Donc Alain nous a, dès le départ, nous a adapté le logo de François. Et puis, pour une raison de le rendre encore plus synthétique et graphique, on a demandé à Denis Bajram, qui est un de nos amis, avec l'accord de François évidemment, parce que Denis est un touche à tout et il a été graphiste et maquettiste à une époque pour Hachette. Et donc Denis nous a fait une adaptation, une évolution du logo qui a été entérinée par François. Et ici, on travaille sur une 3e version faite par Jacques Durieux. Ah, donc sera... j'ai droit à un petit scoop aussi alors voilà, dans ma question. Ben oui, parce que on aimerait enfin, il y a un moment quand même, il faut actualiser le logo. On aimerait modifier nos sacs, on aimerait modifier plein de petites choses. Et on a été freiné dans la démarche. Par les fêtes de fin d'année, parce que moi, la moitié de mon personnel est toujours au chômage économique, je ne peux pas les payer, donc j'ai fait des heures à n'en plus finir, donc je n'avais pas la tête à faire des choses sur le côté. Et puis on a à peine sorti la tête hors de l'eau des fêtes de fin d'année, qu'on cherchait à se réorganiser un peu dans cette crise qui nous touche vraiment dans le centre-ville très fortement. Et est arrivé, c'était absolument pas prévu, la découverte de cet endroit. En fait, l'endroit a fait que tout s'est précipité et donc on a mis tout le reste de côté. Ouais. Parce qu'un local comme celui-ci, je dirais en plein centre-ville, c'est pas tous les jours. Oui, et c'est une perle rare. Ouais. Parce qu'honnêtement, tu es bien situé, tu as les parkings tout près. Oui, et puis on était les premiers visiteurs. Donc, donc en plus. Oui, parce que Manu passait devant quand l'agent immobilier mettait le panneau. Donc il a appelé au moment où le gars mettait le panneau. Il a même dit qu'il travaillait pour nous. Il a fait de ses pieds et de ses mains pour qu'on soit les premiers à visiter. On a été les premiers, on a été séduits. J'ai demandé à l'agent 4 ou 5 jours de réserve pour que je puisse faire un plan financier, puisque ce n'était pas prévu, quoi. Donc on a dû faire un plan financier dans l'urgence avec le comptable et voir un peu si ça allait être possible. Puis il a fallu trouver le ferronnier. Donc j'ai recontacté le ferronnier original, voir s'il était disponible, s'il avait le temps. Parce que ça ne sert à rien de louer un local si on ne sait pas mettre les meubles dedans. Et puis il fallait les démonter de l'autre côté. Et il fallait trouver un architecte aussi pour concevoir ces meubles. Et en fait, tout s'est mis parfaitement. L'alignement était parfait. Et même là, on a récupéré des meubles historiques de Bruxelles, ces meubles-là, qui en fait avaient quitté la librairie en 99 parce qu'ils étaient surnuméraires. On a échangé les meubles. Et ils étaient repartis chez notre architecte qui les a gardés pendant 20 ans comme meubles tout hasard. de présentation. Et alors, hasard encore plus dingue, alors que c'est le même architecte qui fait les plans, il arrête son atelier. Et donc, il me dit, si tu veux des meubles... Donc, j'ai récupéré mes meubles. Oui, comme quoi, mais il faut avoir de la chance de temps en temps de ce point de vue-là. Et il faut te dire que tu as toutes les cartes alors. Hein. Le destin, il est là pour te dire que tu devais le faire. Oui, je me suis dit, tout s'est mis de façon tout à fait naturelle, quoi. Il ne reste plus qu'à avoir un peu plus de souplesse en termes de déplacement pour les gens, qu'une activité économique normale puisse se remettre en route. Mais bon, c'est pas toujours évident, quoi.
Écoute, Voilà. Rénald, un grand merci en tout cas Je t'en de ta prie. disponibilité. Je Avec t'ai pris, plaisir. on avait dit 10 minutes, Bon, un quart d'heure. ça va, Je pense que je t'ai pris 2 fois plus au moins. Ouais, il y a pas grand monde. Mais encore. il faut dire que il y a tellement de choses à discuter Ouais, avec ouais, toi. ouais. C'est toujours amusant et agréable et tout. Et donc voilà. Écoute, tous mes vœux de succès. Merci beaucoup. Tu vas me À voir bientôt. souvent, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et bon après-midi en tout cas. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Merci.